Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Michel Veverka, bonjour. Bonjour. Grand plaisir de vous accueillir à Radio J ce matin, ce vendredi matin. Je me demande si c'est pas une première depuis quand même assez longtemps. Il y a très longtemps. J'ai connu d'autres studios et je suis très heureux d'être avec vous. Eh bien, nous aussi, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de nombreux travaux sur la violence, le terrorisme, l'antisémitisme, bien sûr, le racisme aussi. Vous êtes l'un des principaux élèves du grand sociologue récemment disparu, Alain Touraine. On peut dire que vous représentez une des branches principales de la sociologie française qui a une audience internationale considérable. C'est le cas d'ailleurs de vos propres travaux. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez d'ailleurs aussi présidé l'Association internationale de sociologie et plus récemment la fondation de la Maison des sciences de l'homme. Et vous nous revenez avec un livre, je dois le dire, de mon point de vue, très inattendu et passionnant, qui est une histoire dans le temps contemporain, de l'humour juif. La dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif, paru aux éditions de Noël. Alors, ma question est très simple. On va aborder évidemment votre propre rapport au judaïsme, car ce livre mélange l'extime et l'intime. Est-ce qu'on peut dire que dans la longue histoire du peuple juif, de ses tribulations, de ses souffrances, de ses persécutions, l'humour a été, Michel Veverka, d'abord et avant tout, une arme, un antidote contre le malheur récurrent? Je pense, ça a été aussi l'occasion d'une prise de distance par rapport à soi-même, toujours. Alors, est-ce qu'il y a de l'humour juif dans les Saintes Écritures, si je peux dire? J'en doute. Oui. Certains disent que oui. Certains disent que oui, mais bon, en tout cas, dans la Torah, vous trouverez de l'humour, et vous trouverez de l'humour juif qui précède celui dont moi je traite, très tôt, 17e, 18e siècle, en particulier dans les pays d'Europe centrale. Alors, c'est pas à vous que je vais le dire, parce que vous êtes issu d'une longue lignée yiddishophone, les Veverka, justement. L'univers du shtetl, écrivez-vous, Michel, a ses personnages, outre le rabbin, éventuellement le bedeau. On y croise régulièrement le Chatken, qui organise les mariages, en mettant en relation les deux familles concernées, l'entremetteur, autrement dit. Le thème et la figure occupent Freud abondamment lorsqu'il analyse le Witz, le fameux mot d'esprit, dans son livre du même nom. Et le Schnorrer, alors lui c'est plutôt le pique-assiette, très présent également sous la plume de Freud, qui mendie, avec qui se nouent des liens locaux, et dont une bonne traduction serait peut-être tapeur, celui qui vous tape, vous tape votre argent, vous tape votre nourriture, etc. Alors on peut dire que dans cette sociologie yiddish très rapide que vous ébauchez, vous n'êtes pas un spécialiste du monde yiddish, mais vous le connaissez quand même familialement par votre héritage personnel. Il y a déjà des personnages, je vais le dire avec mes mots, pittoresques et hauts en couleur. Oui, c'est un peu le point de départ, c'est la préhistoire pour moi, oui, de ce dont je vais traiter. C'est la préhistoire, c'est l'histoire dont mon père parlait assez souvent, lui et ses amis, et c'est la préhistoire pour une raison d'ailleurs un peu plus compliquée que ce que je pensais. Au début, je pensais qu'il y avait l'univers du shtetl, l'univers de ces petites communautés, parfois grandes d'ailleurs juives, en particulier en Pologne. Souvent très pieuses et souvent très pauvres, voilà, on le dira presque toujours pauvres. Voilà. Et ensuite, la guerre, et ensuite autre chose. Eh bien non, en réalité, l'univers de mon père, c'est un univers d'immigrés vivant en France. Absolument. Et donc, c'est cet univers-là qui avait une relation très forte, évidemment, avec ce monde lointain. Et les histoires juives dont certaines racontées par mon père, ces histoires, d'une certaine façon, ça évoque ce monde du shtetl, mais ça évoque aussi finalement la vie que pouvait être celle de pauvres immigrés juifs juste avant la guerre. Alors, juste avant la guerre et même à la belle époque. Vous citez dans la longue introduction, Michel, Le Roi des Schnorreurs, qui est un grand classique de la littérature britannique, écrit donc par le fameux Israël Zangwill. Vous pouvez nous en redire un mot? C'était en 1893, voilà. Avant même l'affaire Dreyfus. Voilà, il y a donc toujours eu de l'humour juif. Exactement, toujours. Mais alors, moi, ce qui m'a intéressé, parce que là, je me suis limité, si vous voulez. Bien sûr. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est une forme particulière d'humour juif qu'on peut appeler les histoires juives, ou les blagues juives, si vous voulez, qui ont ceci de particulier, c'est qu'elles mettent en scène quelque chose de juif, d'une manière ou d'une autre, on en parlera sûrement, mais elles le font en attirant la bienveillance et en s'adressant à un public qui n'est pas nécessairement juif. Normalement, les histoires juives, c'est pour l'entre-soi, c'est entre nous. On se raconte ces histoires entre juifs, si je peux dire. Si on les racontait vers l'extérieur, elles apparaîtraient peut-être antisémites, dans certains cas. Eh bien, moi, les histoires qui m'intéressent,
elle suscite la bienveillance. Alors vous en avez mis une d'ailleurs en 4e de couverture, je pense que c'est vous, peut-être l'éditrice de Chaîne de Noël. Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort. C'est une idée de l'éditrice, bon, moi j'ai trouvé ça très sympathique et en phase avec le livre. Bon alors, peut-être un détour par votre biographie familiale personnelle. Récemment, d'ailleurs, votre sœur, vous la citez, Annette, la grande historienne Annette Viviorca, a remporté donc le prix Femina Essai pour Tombeau, qui est un très beau livre, hein, nous en avons parlé ici à ce micro, et elle reconstitue, à sa manière très littéraire, ce qu'a pu être l'histoire de votre famille, côté paternel comme côté maternel. Et vous ajoutez, comme ça le personnage Michel Viviorca sera définitivement familier de nos auditrices, de nos auditeurs ce matin sur Radio J. Michel, je suis issu de l'immigration juive de Pologne, arrivé en France après la Première Guerre mondiale, chassé par la misère et décimé par les nazis avec l'aide des collaborateurs de Vichy lors de la Seconde. On pourrait vous dire que ce pédigré, ce track record identitaire ne porte pas forcément à un humour désopilant quotidien. Écoutez, bien sûr que non, mais je crois que c'est une des caractéristiques du monde juif d'être capable dans des situations parfois douloureuses, difficiles, peut-être pas au pire moment, évidemment. Qui a envie de faire de l'humour aujourd'hui sur Gaza? Certainement pas. Mais enfin, ceux qui le font, en tout cas, le font à leurs risques et périls, voilà, car c'est de très mauvais goût. Et heureusement, ils sont sanctionnés quand ils sont à la radio et qu'ils le font sur des radios de service public. Exactement. L'espace pour la bienveillance qu'appellent les histoires qui m'intéressent, cet espace aujourd'hui est extrême, pour la bienveillance humoristique, est très limité. Donc, par contre, le monde juif qui a quand même toujours souffert de pogroms, d'antisémitisme, de toutes sortes de choses, tous ceux qui viennent de cet univers polonais ont des histoires à raconter là-dessus, et on gardé de la Pologne une image très négative, bien plus négative de l'Allemagne, paradoxalement. Eh bien, cet humour a toujours existé. Peut-être que c'est à la fois une capacité de prendre de la distance par rapport à soi-même, et de la capacité aussi à répondre à la haine. Alors on va entrer dans votre sociologie de l'humour juif américain, puisque c'est quand même d'abord un phénomène américano-américain pour vous qui marque, on va dire, les années de la reconstruction du monde libre, jusqu'au déclin que vous datez à peu près du début des années 80. Mais quand même une question qui doit tarauder beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs, ce matin Michel Viviorca, au sujet de l'humour. Vous avez dit, c'est la caractéristique du monde juif. Alors certains veulent peut-être en savoir plus. Dans le monde séfarade, il y a de l'humour aussi de la même manière? Alors moi, je viens du monde ashkénaze. Évidemment, oui, on l'a compris. Mais je raconte une histoire où il est question d'ashkénaze et de séfarade. Le lecteur pourra la découvrir. Et je me suis posé évidemment la question. Alors, non seulement il y a de l'humour dans le monde séfarade, mais s'il y a une différence importante dans ce que je raconte entre les États-Unis, le Canada d'ailleurs, et la France, c'est la présence en France, à partir de la fin de la guerre, de la colonisation, disons, d'une population juive venue d'Afrique du Nord. On a une communauté française qui est assez majoritairement séfarade, ou en tout cas d'origine séfarade pour beaucoup de familles, et en revanche aux États-Unis comme au Canada, à l'exception de quelques villes comme Montréal, les communautés sont essentiellement des communautés ashkénazes polono-russes d'origine en réalité. Tout à fait. Et donc ce monde séfarade, enfin, c'est lui qui a redonné de la vitalité à l'humour juif en France. Et on pourrait même dire redonner de la vitalité à la France tout court. Hein. Alors ça, c'est pas mon propos, c'est pas ma compétence. Oui. Mais en tout cas, écoutez, si je vous dis Le Grand Pardon, pour citer un film drôle, si je vous parle d'un certain nombre d'humoristes aujourd'hui, ils viennent d'Afrique du Nord. Et donc je ne minimise pas du tout l'importance de l'humour séfarade, même si c'est pas celui que je connais le mieux, bien sûr. Des gens comme Gad Elmaleh, par exemple, représentent une version séfarade de cet humour que vous étudiez. Oui, et puis on peut en trouver d'autres. La préhistoire américaine de l'ère des histoires juives se trouve dans le Borscht Belt, dont parle Adam Biro, le célèbre Adam Biro. C'est quelques comtés du mont Catskills où, des années 20 à 60, des milliers de juifs prenaient leurs vacances pour y respirer. Alors, qu'est-ce qui s'y passe, là, justement, dans cette espèce d'écosystème, on va dire, très agreste? Allez, c'est un peu la vallée de Chevreuse de New York. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est la vallée Chevreuse et la rue de la Gaîté. Ouais, c'est-à-dire, c'est la vallée Chevreuse avec des théâtres, des cabarets, des lieux où on festoie un peu et où il y a toute une vie culturelle avec beaucoup d'humour juif. Et parmi les plus grands comiques américains, un certain nombre sont passés par là parce que des juifs venaient passer leurs vacances dans cet endroit-là. Et aimaient s'amuser, tout simplement. Alors, Woody Allen, vous le rangez parmi ces grands
rigolo, entre guillemets, du monde ashkénazo-américain? Alors, je donne une importance réelle à Woody Allen parce il est de ceux qui signent vraiment le fait que l'humour explicitement juif, je ne dis pas de l'humour juif qui ne serait pas explicite, mais l'humour explicitement juif est à l'intention d'un public qui n'est pas uniquement juif. Absolument. Et c'est ça la force, et c'est ça l'importance de Woody Allen. Absolument. Et alors, il y a eu ensuite un apogée en France. L'apogée en France, on va dire, c'est les années 70, lorsque les aventures de Rabbi Jacob, notamment, par exemple, à la faveur de cette espèce de geste de réconciliation des mémoires françaises, qui a été assez extraordinaire dans l'histoire française, pratique cette espèce d'humour juif extrêmement tendre, extrêmement taquin. Il n'y a aucune méchanceté dans les aventures de Rabbi Jacob, vous êtes d'accord? Et c'est un moment, alors d'ailleurs c'est un moment qui fait rêver aujourd'hui. Je pense beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs, même ceux qui ne l'ont pas connu, même les plus jeunes d'entre nous, même moi par exemple qui ne l'ai pas directement connu dans les années 70, on se dit c'était un moment où les gens pouvaient rire des juifs, les gens qui n'étaient pas juifs pouvaient rire des juifs sans que ce rire soit accompagné de sarcasme, de sous-entendus, de méchanceté, de moquerie, etc., etc. Ça a disparu visiblement, ça. Alors ça s'est affaibli. Ça s'est affaibli. Et donc, si vous voulez, la toute petite histoire, les blagues, les histoires drôles, elle éclaire la très grande histoire. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous, c'est ce qui vous intéresse. Et je dirais, et symétriquement, la grande histoire éclaire toutes ces petites histoires que je raconte. Et donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, je vais dire ceci de façon un peu extrême. Les Juifs de France, comme les Juifs d'Amérique, ont une période heureuse, pour parler comme l'historien Barrault, une période non lacrymale. Leur histoire n'était pas simplement faite de souffrance, de douleur, pour au moins 3 types de raisons. Premièrement, c'est l'époque où le grand public prend la mesure de ce qu'a été la Shoah. Tout à fait. Dans les années 50, 60, c'était peu connu. Et donc la conséquence, Michel, on peut le dire clairement, c'est que l'expression publique d'une forme ou une autre d'antisémitisme dans l'espace public français ou américain est totalement prohibée. C'est prohibé parce qu'il y a une sorte de sidération. Voilà. On prend ça en pleine figure. Dans les années 70, 80, des gens qui n'étaient au courant de rien du tout découvrent ça, premièrement. Deuxièmement, il y a toute une vitalité culturelle qui est juive, explicitement juive, mais accessible à d'autres. Dans la grande littérature, j'en parle en connaissance de cause, mon père traduisait des auteurs yiddish. Important. Vous pourriez citer qui, par exemple, à l'époque, qui avait cette espèce de renom? Zinger, par exemple, on fait partie. Alors bien entendu, mais on en découvre. Philippe Roth. Oui, tout à fait. Aussi, oui, tout à fait, absolument. Bon. Mais même Madame Youd. Madame Youd, tout à fait. Et ensuite Paul Auster. Voilà, donc j'en cite un certain nombre. Et donc, si vous voulez, il y a une vitalité artistique, littéraire, dans bien des domaines de ce monde juif qui apporte quelque chose à la société tout entière et qui est perçu comme tel. Alors qu'avant, il y avait des gens qui faisaient rire avec des plaisanteries venues de leur culture juive, mais qui n'étaient pas explicitement juifs. Alors comment vous expliquez l'incroyable succès du film donc de Uri, que nous évoquions, Les Aventures de Rabbi Jacob? Il sort en octobre 1973, de mémoire actuelle, puisqu'on vient de fêter les 50 ans de la guerre du Kippour, donc il y a une sorte de concomitance. Il n'était pas prévu, bien sûr, pour le producteur ni pour le réalisateur de ce film. Comment vous expliquez cet incroyable succès populaire de ce film qui est de part en part à la fois profondément judéo-juif et profondément judéo-français? Alors, je pense que d'abord, il y a ce que j'étais en train d'essayer de décrire, c'est-à-dire cette atmosphère culturelle dans laquelle des juifs jouent un rôle ouvert à tous, et pas simplement pour eux-mêmes, si vous voulez, qui est très important. On se moque aussi du français, entre guillemets, non juif. Salomon, vous êtes juif. Voilà, on s'en moque. C'est très drôle. Gentiment. Et vous savez que De Funès, dans un entretien que j'évoque, a dit « Ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce film, parce que j'étais pas au courant de tout ce que ça impliquait. » Bon. Il y a deuxièmement, le deuxième grand phénomène important, donc j'ai évoqué la Shoah, qui exerce un effet de sidération, mais du coup qui rend le monde juif sympathique, on a de la bienveillance pour lui. Et puis il y a troisièmement... C'est un exotisme proche et sympathique à l'époque. Oui, disons l'altérité rentre dans la société et est très acceptée. Exactement. Et puis troisièmement, l'image d'Israël à l'époque est beaucoup plus positive qu'elle ne le sera ensuite. Alors est-ce que vous diriez que 1982 a été un point de bascule où commence à s'affirmer, on va le dire clairement les choses, sur le sol français, une conception parfois musulmane, disons, ou pré-islamiste, des relations avec l'identité française, mais en particulier avec sa composante juive? Et est-ce que vous diriez aussi que la politique israélienne qui est menée à ce moment-là, la guerre du Liban, etc., contribue
à être un prétexte, en quelque sorte, pour tous ceux qui voulaient reprendre le cours normal, j'allais dire, de l'antisémitisme dans l'histoire européenne. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'idée que ça va réactiver d'un coup l'antisémitisme. Mais ça a été des premiers ferments. Mais ça ferme l'espace. Souvenez-vous Alain Finkielkraut, avec qui vous avez par ailleurs des désaccords. C'est pas le problème. Oui, mais c'est pas un problème. Mais en revanche, en 1982, il publie un essai qui s'appelle « La réprobation d'Israël ». Probablement que 10 ans avant, personne n'aurait eu l'idée d'éditer un tel essai. Exactement. On est d'accord. Et là, on est en 82. Alors, le point de départ, pour moi, on peut le dater. C'est l'opération militaire, Tzahal, qui va au Liban pour se débarrasser d'Arafat, qui va d'ailleurs aller en Tunisie. Absolument. Qui va trouver refuge à Tunis. Et pendant que l'armée israélienne fait le siège de Beyrouth, à ce moment-là, les milices chrétiennes, sous les yeux de l'armée israélienne, vont massacrer quelques centaines ou quelques milliers de Palestiniens. Mais sans leur complicité, hein. Alors, attention. Non, je dis sous les yeux. Voilà. Sous les yeux. Et donc, évidemment, ça a été très mal pris. Ça a commencé à donner une image négative. Et puis moi, je dirais que les années les plus critiques sont les 25 ou 30 dernières années. C'est l'échec de Camp David et des accords d'Oslo. Je ne rentre pas dans l'analyse qui nous emmènerait tout à fait ailleurs. C'est l'assassinat de Rabin. Et on rentre là dans une période de droitisation extrême de la politique israélienne, avec des hauts et des bas. C'est pas totalement linéaire, bien sûr, mais enfin... Et de refus du côté palestinien de toute forme de négociation. Oui, mais je ne suis pas en train de... si vous m'invitez une autre fois pour qu'on discute comme ça, je le ferai avec plaisir et je vous suivrai d'ailleurs très volontiers. Mais c'est pour comprendre juste l'historicité du phénomène. Voilà. Mais moi, je me situe du point de vue de l'image d'Israël. Dans un pays comme la France, elle se ternit. Et est-ce que vous diriez que dans la communauté française, juive française au sens large, on est moins enclin, en quelque sorte, à une forme d'humour que dans les années de l'insouciance française, qui sont les années 60 ou 70. Ah oui, on rentre dans une période où il y a beaucoup... Voilà. Et donc, c'est la thèse de ce livre, pour des conditions assez faciles à expliquer, qu'on est en train d'évoquer. Tout à fait. L'espace d'un humour dans lequel on parle de soi-même, parce que c'est quand même assez rare, on se moque de soi-même pour attirer la bienveillance des autres sans se disqualifier soi-même. C'est pas si simple que ça. Et donc, cet espace-là va se réduire de plus en plus, et en même temps que le monde juif va, si je peux dire, en partie aussi se radicaliser, se durcir parce qu'il se sent de plus en plus menacé. Et je crois qu'il y a un point qui me semble déjà très important à signaler, c'est que l'image d'Israël pèse d'autant plus lourd que les principales institutions juives de France demandent aux Juifs de France de soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Le mot inconditionnel pourrait être discuté, hein, comme vous le savez, Michel Veviorka, ça pourrait être discuté lorsqu'on voit les communiqués qui émanent de ces différentes institutions. Il ne s'agit probablement pas d'un soutien inconditionnel, mais en revanche, la perception de beaucoup de Français non juifs est celle que vous pointez. Ça, on est d'accord. Alors, donc, si vous voyez, tout ça fait qu'on n'a pas tellement envie de manipuler ce genre d'humour. Il existe encore, il ne disparaît pas, évidemment, mais vous voyez, il a moins de place. Alors, Houry, dans son genre cinématographique, Pierre Dac, que vous aimez beaucoup, que vous portez au pinacle. Ah, mais c'est très intéressant. Comme notre ami Marc Heisenberg, vous le portez au pinacle. Est-ce que ce ne sont pas des hommes qui correspondaient aussi à une époque, non seulement de l'insouciance, nous venons de l'évoquer, c'est-à-dire d'avant les tensions très fortes que l'irruption de l'islam en France a causé, et cause aux Juifs. Mais est-ce que c'est pas aussi des hommes qui s'adressaient naturellement à un public qui ne prenait pas les choses au pied de la lettre, alors que maintenant nous sommes, j'allais dire, à l'ère du littéralisme omniprésent dans les réseaux sociaux, et donc les gens ne sont plus capables du recul qui leur permet de comprendre des blagues. Immédiatement, ils les prennent pour des agressions. Alors, oui, à condition d'ajouter ceci en ce qui concerne quelqu'un comme Pierre Dac. Pierre Dac... Mon hypothèse n'est pas idiote. Votre hypothèse est tout à fait intéressante. Mais Pierre Dac, c'est la vieille époque, si je peux dire. C'est l'époque, j'allais dire, républicaine classique. Tout à fait. C'est un pur produit du franco-judaïsme. Exactement. De l'israélitisme. Exactement. Autrement dit, Pierre Dac ne dit pas, en tant que juif, où je me présente comme juif. Non. Pierre Dac est drôle. Moi, il me faisait hurler de rire quand j'étais jeune. J'en donne un certain nombre d'illustrations. Mais je ne savais pas du tout qu'il était juif. Et vous saviez pas qu'il était juif? Non, quand on a 18
Même pas, à 16 ans. Quand on a 16 ans et qu'on se bidonne avec quelques amis à lire Du côté d'ailleurs, je me souviens de ce livre. Bon. Oui, on se demande pas si quelqu'un est juif ou pas. Non, et puis je ne le savais pas. Et donc, si vous voulez, c'est ces gens qui faisaient... Alors, il y en a qui allaient très loin. Il y a aux États-Unis comment il s'appelle, son nom m'échappe, comment ça va me revenir, qui fait parler yiddish à un chef indien. Bon, donc c'est très très drôle, mais personne ne voit l'intention juive dans tout ça, vous voyez. Donc la nouveauté des années 70, 80, c'est vraiment la capacité à s'exprimer comme juif pour un public qui n'est pas seulement juif. Voilà, et à le faire sans être aussitôt mal à l'aise à cause de l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est fini. Et comment est-ce qu'on pourrait revenir à cet âge d'or du second degré? Alors, bon, j'espère qu'on y reviendra un jour, mais les conditions, j'ai envie de vous dire, c'est presque aussi difficile que de trouver le chemin vers la paix entre Israël et les Palestiniens. Il y a un lien, restons sur la France, il y a un lien, Michel Vivorca, selon vous, entre ce déclin, ce lent déclin de l'humour dans les sociétés américaines et françaises, qui touche évidemment aussi les humoristes juifs, pas seulement, hein, les humoristes non juifs aussi, et le fait que triomphent partout des logiques de segmentation identitaire et d'exclusivisme identitaire. Alors, je le dirais avec des mots un petit peu différents, oui, mais ce que vous dites me convient assez. Les mots sont un peu trop nationaux-républicains à votre goût? Pas du tout, c'est le mot identitaire. Je crois que nous sommes dans une situation... Non, mais vous connaissez la théorie du printemps républicain sur la tenaille identitaire. Hein. Oui, nous sommes peut-être dans une France qui est celle-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est pris dans des logiques de ce type. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est quand vous êtes dans une société qui se fragmente, pas seulement de manière identitaire, d'accord. Mais voilà, c'est pour ça qu'une société qui se fragmente. Socialement aussi. Socialement. Une société dans laquelle, finalement, il n'existe plus tous les lieux de médiation, de rencontres, de capacité de vivre ensemble. Et les soupapes de respiration pour les individus aussi. Exactement. Quand tout ça se défait, alors il n'y a pas de place pour l'humour. Si, je vais prendre un cas extrême. Comment est-ce que vous voulez aller raconter les histoires que j'évoque dans ce livre devant un public issu de l'immigration maghrébine? Impossible. Ça ne les ferait pas rire. Disons pro-islamistes. Même pas pro-islamiste, même pas. Les eaux se séparent. Vous pensez que même les jeunes maghrébins qui n'ont aucune sympathie pour les mouvements islamistes ne comprendraient pas cet humour? Alors je pense que pour comprendre cet humour, il y faudrait quand même beaucoup plus de médiation, beaucoup plus de lieux de rencontre. Et donc il y a des conditions qui concernent notre propre société, et notre propre société, sur ces registres-là, ne pourra aller bien que si au Proche-Orient, les choses s'arrangent aussi. Et je n'imagine pas une seconde que les choses s'arrangent ici sans s'arranger là-bas, malheureusement. On va finir, on a 2 minutes encore, Michel Vivorca, c'est absolument passionnant ce matin sur Radio J, la dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif. On a compris que c'est aussi un peu, une petite autobiographie du sociologue, hein, entre les lignes bien sûr, et même dans certaines pages. Le moment est venu, écrivez-vous Michel, d'envisager l'existence de cet État, l'État d'Israël, et le fonctionnement de sa société à la lumière des, entre guillemets, histoires juives, ou plutôt on le verra, à celle de leur quasi-absence dans ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette phrase, elle s'inscrit dans un raisonnement, bien sûr, dans un raisonnement qui consiste à dire on ne peut pas dissocier l'humour, celui de ces histoires-là, de l'ensemble géopolitique, politique, national et international. Dont Israël est prisonnier. Et dont Israël est évidemment la victime. La victime et le lieu incontournable en même temps. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. Michel Vivorca, je rappelle, vous êtes donc un des plus grands sociologues contemporains, le chef de file de l'école d'Alain Touraine en France, ancien directeur d'études à l'EHESS et auteur de ce superbe livre, La dernière histoire juive. On navigue entre Paris, les Champs-Élysées, Broadway, les Catskills, c'est passionnant et c'est aux éditions de Noël. Un très bon Shabbat à vous, Michel. Merci, vous aussi.